Parfois, la réalité elle est encore plus difficile à croire que la fiction. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Mais avant qu'on commence, j'aimerais s'il te plaît que tu prennes 2 secondes de ton temps et que tu appuies sur ce petit bouton abonnement. À toi, ça te coûte rien, mais à moi, c'est vraiment important. Comme ça, tu seras au courant de mes prochaines vidéos et ça me motive énormément tout simplement pour sortir beaucoup plus de contenu. Donc, abonne-toi. L'histoire des 3 clones. Dans les années 80, Bobby va débuter sa première année de fac. C'est la première fois qu'il arrive dans cette ville et il connaît personne sur place. Il va se garer sur le parking, sortir ses cartons de son coffre et directement se diriger vers l'entrée pour aller au dortoir. En arrivant à l'entrée de la fac, il se rend compte qu'il y a plein de gens qui le fixent et qui le regardent vraiment avec insistance, qui le lâchent pas des yeux. Il y en a même certains de loin qui lui font coucou, qui lui disent salut ou qui lui disent de venir. Lui, il est un peu gêné, il se dit mais je connais personne ici en fait, qu'est-ce qu'ils me veulent? 10 mètres plus loin, il y a carrément un gars qui va se ramener vers lui, lui taper sur l'épaule et lui dire ah mais ça fait plaisir de te voir mon gars, putain je m'y attendais pas, vas-y allez on va se capter tout à l'heure. Bobby est en train de se dire mais il y a quelqu'un qui est en train de me faire une blague, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a plein de gens qui se comportent avec moi comme s'ils m'avaient déjà vu alors que moi je les ai jamais vus de ma vie. Et pendant qu'il est en train de se dire ça, il y a carrément une meuf qui se ramène près de lui, qui lui fait un bisou sur la joue et qui lui dit qu'elle a super manqué, qu'elle a hâte de pouvoir passer des journées avec lui. Alors elle va se retourner auprès d'elle et va lui dire je suis désolé mais je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre en fait. Je te connais pas. Elle va le regarder en rigolant et lui dire bah oui bien sûr tu me connais pas, allez à tout à l'heure. Là Bobby il est vraiment sur le cul. Il est en train de se poser toutes les questions existentielles possibles, imaginables. Il est perdu, il est en train de se dire bon je vais essayer de régler cette histoire plus tard, je vais déjà aller poser mes affaires dans mon dortoir. Il rentre dans le bâtiment et commence à traverser le couloir. Là il y a un type au loin qui lui fait hey Eddie putain, mais t'es finalement là cette année, ça fait grave plaisir. Bobby il le regarde de loin, il lui fait mec je suis désolé mais je crois vraiment que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Je te connais pas en fait. Et le gars il se met à rigoler, il fait bah oui bien sûr on se connaît pas. Allez vas-y à toutes. Et là Bobby il se dit qu'il y a un vrai problème. Il s'empresse de courir vers sa chambre dans le dortoir, il s'enferme à l'intérieur et il se pose sur son lit en se posant vraiment toutes les questions possibles encore une fois. Mais il a pas vraiment le temps d'y réfléchir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de toquer à sa porte d'entrée. Il va se lever, ouvrir la porte en se demandant encore une fois à quel type de sauce il va être graille. Et en face de lui il y a un autre étudiant qui est limite en train de trembler. Il a les yeux écarquillés, la bouche ouverte et il est en train de lui dire mec tu t'appelles comment? Alors Bobby lui fait bah je m'appelle Bobby. Et l'étudiant il va lui demander t'aurais pas été adopté par hasard? Si j'ai été adopté, pourquoi? Il lui dit écoute il faut que tu comprennes là, dans cette fac il est pas là cette année parce qu'il a quitté la fac justement l'année dernière, mais il y a un type qui s'appelle Eddie et c'est juste ton clone en fait, c'est ton vrai clone à 100%, aucune différence, même coupe de cheveux, même tête, vous êtes les mêmes en fait. Alors les deux ils sont en train de se regarder en mode genre what the fuck, et puis d'un seul coup l'étudiant lui dit écoute tu sais quoi, on va se rendre à une cabine téléphonique, on va vite l'appeler et tu vas voir par toi-même. Alors tous les deux ils courent à la cabine téléphonique la plus proche qui est à côté de l'entrée de la fac, ils vont rentrer dedans, l'étudiant il va commencer à appeler Eddie son pote et il va directement passer le téléphone à Bobby. Et là Bobby va faire allô, et en retour dans le téléphone il va entendre allô, mais en fait c'est exactement sa voix, c'est la même voix. Au téléphone il y a Eddie qui va lui dire hey mec j'ai reçu plusieurs coups de fil aujourd'hui, apparemment je serai à la fac mais en fait j'y suis pas du tout, dis-moi t'es né quand en fait? Bobby va lui dire bah je suis né le 12 juillet. Et Eddie va lui faire bah moi aussi je suis né le 12 juillet. Et moi aussi je suis adopté. Et les deux sont en train de se rendre compte qu'ils sont peut-être en fait juste frères jumeaux, qu'ils étaient même pas au courant qu'ils avaient un frère qui existait. Et ils décident donc de prendre la voiture et directement d'aller chez Eddie pour en avoir le cœur net et se voir face to face. Ils vont rouler comme des tarés pendant 2 heures, arrivant en pleine nuit devant chez Eddie. Là il y a Bobby qui va toquer à la porte va s'ouvrir et ils sont là face à face comme devant un miroir. C'est des copies identiques l'un de l'autre. Même tête, même coupe de cheveux, même type d'habit. Ils vont être super contents de se rencontrer. Il va rester toute la nuit dans le salon, ils vont discuter ensemble. Il y a même la mère d'Eddie qui va débarquer pour discuter avec eux, ressortir les papiers d'adoption, etc. Et ils se rendent compte que c'est simplement des vrais frères jumeaux en fait. L'histoire va aller bien plus loin que ça puisque les journaux locaux vont s'en mêler et vont trouver qu'elle est super cool, qu'elle est super belle comme histoire. Ça va être partagé et mis aux journaux en première de page, même dans tout l'état où ils habitent, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles d'une troisième personne. Un certain David. Un David qui a lui aussi 18 ans et qui dans le journal voit une photo de 2 garçons qui sont en fait ses clones quoi. Le type il est en train de se dire mais pourquoi je suis dans le journal et en plus en 2 fois. Lui aussi il sera né le même jour qu'eux et lui aussi il a été adopté par sa famille. Il va les contacter, ça va lui prendre un peu de temps de trouver leur numéro et il va leur dire au téléphone écoutez les gars je crois que je suis votre frère jumeau en fait. Ils vont finalement se voir assez rapidement et puis là incroyable mais pourtant vrai, en fait c'est des triplés. Les 3 ont été séparés apparemment à la naissance et adoptés par des familles différentes. Les 3 sont frères jumeaux. Et les similitudes sont assez incroyables parce qu'ils ont la même façon de parler
parler, plus ou moins la même coupe de cheveux, la même façon, les mêmes mimiques, la même façon de parler, d'agiter les mains comme ça, le même type d'humour, bref, la même voix. C'est juste 3 frères jumeaux exactement identiques en fait. Et c'est là que l'histoire va se corser un peu. La famille des 3 garçons, ils vont se réunir ensemble parce que aucune de ces familles n'a été mise au courant lors de l'adoption que l'enfant qu'ils ont adopté avait un frère. Il y en a même un qui dit « Moi, si j'avais su, j'aurais adopté carrément les 3 ». Du coup, ils décident de porter plainte contre la société d'adoption, qui est d'ailleurs à l'époque, et même encore maintenant aux États-Unis, une des plus connues, prestigieuses et réputées, et ils veulent que les choses soient mises au clair. Donc il y a un jour qui est mis sur calendrier, et ce jour arrive. Les parents, les avocats, les enfants ont tous rendez-vous au cabinet d'adoption pour pouvoir tirer enfin au clair cette histoire. Et en fait, sur place, effectivement, l'agence d'adoption, elle leur dit « Oui, on les a séparés à la naissance, parce que c'est trop difficile de faire adopter 3 enfants en même temps, en fait. Dans une même famille, c'est vraiment trop difficile. Du coup, on les a séparés, on est désolé, mais pas vous en dire plus, c'est juste ce qui s'est déroulé, quoi. » Bon, ils sont tous un peu dégoûtés, mais au final, l'histoire, elle est plutôt simple et basique, et puis voilà, maintenant c'est passé, il y a plus grand chose à faire. Du coup, ils décident de tous repartir. Ils sont assez jeunes, ils ont 18-19 ans, bon, ça va, quoi. Mais en sortant, il y a un des pères qui se rend compte qu'il a oublié son parapluie à l'intérieur. Du coup, il leur dit « Attendez, je reviens, je vais vite aller le chercher. » Il a pas trop envie de déranger dans l'agence, donc il va tranquille, il fait pas trop de bruit. Et en montant les escaliers, il est en train de se rendre compte que tous les avocats et le directeur de l'agence sont en train de porter un toast. Ils ont fait péter le champagne, il y a des trucs à bouffer, et ils sont littéralement en train de fêter quelque chose, comme s'ils avaient réussi à échapper à de grosses embrouilles en fait. Mais il va pas faire plus de bruit que ça, il va récupérer son parapluie, redescendre, dire ça à sa famille, puis encore une fois, au final, les enfants eux-mêmes, ils en ont rien à foutre. Ils sont tellement contents de s'être retrouvés que maintenant, la vie continue, quoi. Les 3 frères, ils vont devenir super populaires, passer dans plein d'émissions de télé, tourner des publicités, même ouvrir leur propre restaurant en plein New York qui va s'appeler Les Triplés, qui va super fonctionner. Ils vont faire plus d'1 million de chiffre d'affaires la première année, puisque encore une fois, ils sont partout sur des pubs, sur des plateaux télé, donc c'est extrêmement bien pour eux. Après quelques années, les problèmes commencent à arriver, commencent à s'engueuler à propos d'histoires d'argent, de trésorerie du restaurant, et il y en a même un des 3 qui commence à tomber fortement en dépression en fait. Et pendant tout ce temps-là, ce que personne ne savait, c'est qu'il y avait un journaliste qui était omnibulé par cette histoire et qui a jamais voulu lâcher l'affaire. Il a toujours voulu avoir une réponse finale sur pourquoi il y a des triplés qui ont été séparés comme ça à naissance. Il y a quelque chose d'autre que cette histoire cache et il est certain qu'il va mettre la main sur quelque chose. Et justement, en s'efforçant pendant plusieurs années de regarder à droite à gauche, de mener des enquêtes et de s'acharner sur l'histoire, il va finir par tomber sur des documents secrets d'un certain neurologue. Ce neurologue, à ce moment présent, c'est un des plus réputés de New York et il se rend compte qu'il travaille en collaboration avec cette agence d'adoption qui a séparé les triplés. Il a que des pages un peu volées, barré, déchiré. Il a un peu du mal à avoir un schéma global de ce qui s'est déroulé autour de ces 3 triplés, mais il se rend compte que c'était le choix de ce neurologue de les séparer et qu'il y avait une étude, une expérience qui a été menée sur les 3. Quand les enfants ils apprennent ça, il y en a un qui le prend très mal, déjà que sa vie allait de plus en plus mal, il était vraiment en détresse psychologique, et apprendre encore une fois que maintenant toute sa vie ça a été simplement une expérience aux yeux de certaines personnes, ça a vraiment l'a mis à genoux, et un après-midi il décide de se suicider en fait. Tout le monde est attristé, bien évidemment. De plus en plus, les frères, les gens ont envie de savoir de quoi réellement parler cette expérience, parce que ça a quasiment à 100% côté la vie de quelqu'un, et là, les réponses on les veut maintenant quoi. Mais le neurologue, il a dit, vous aurez jamais les réponses que vous cherchez, je vous dirai jamais pourquoi j'ai mené cette expérience, quel était le but, et les fichiers sont scellés, et pourront être débloqués uniquement quand vous serez mort en fait. Donc vous serez jamais au courant. Mais à côté de ça, il y a l'ancienne assistante du neurologue qui, elle, est carrément touchée par l'histoire, et même si elle n'était pas au courant de 100% de ce qui se déroulait, elle connaissait au moins le but de l'expérience et décide de le dire aux 2 qui restent. Et la réponse pour le coup, elle est vraiment badante. L'expérience, elle consistait en fait à séparer des jumeaux ou des triplés et ensuite de les analyser et de les étudier tout au long de leur vie pour savoir si le libre arbitre en fait, au sein de notre humanité, le libre arbitre est quelque chose qui existe ou non. Si on est ce qu'on est parce qu'on l'a choisi, grâce à l'influence de nos parents, de notre entourage, de notre famille, ou bien si on est ce qu'on est uniquement parce que c'est écrit dans notre ADN et qu'on pourra jamais être autre chose que ce que notre ADN a choisi dès notre naissance. Est-ce qu'on possède dans la vie, en tant qu'être humain, un libre arbitre, ou est-ce que tout est déjà gravé dans notre ADN? Et ce que l'étude était en train de démontrer, c'est qu'effectivement, c'est assez banal, puisque le libre arbitre, c'est peut-être qu'une simple illusion. Les 3 frères, ils ont été spécialement placés dans des familles très différentes. Le premier dans une famille très riche, avec un profil de parents très aimant, mais peu présent. Le second dans une famille plutôt moyenne, avec
des parents très peu présents, quasi jamais là, et très très stricts, qui ne montreraient aucune affection à son enfant. Et le troisième, dans une famille très modeste, vraiment pas beaucoup d'argent, mais avec des parents toujours là, matin et soir, et qu'il aimerait beaucoup. Le profil eux-mêmes des parents a été sélectionné par le neurologue et par l'agence. Ils n'étaient pas au courant, les familles, mais elles avaient été sélectionnées pour cette expérience. Et ils avaient donc volontairement choisi des gens qui allaient soit beaucoup aimer leurs enfants, soit être très stricts avec eux et leur montrer aucun signe d'affection. Et l'expérience était en train de démontrer que peut-être que l'ADN nous décrit à 100% jusqu'à la fin de notre vie en fait. Les trois jumeaux s'étaient jamais vus, ont grandi dans des endroits totalement différents et pourtant ils avaient les mêmes préférences pour les femmes, la sexualité, la nourriture, la musique, leurs habits, leur sport préféré et leur sport pratiqué à l'école, les mêmes lacunes en matière scolaire, les mêmes choses détestées, tout était pratiquement identique. Jusqu'à la façon de se coiffer, de bouger ses mains en discutant ou même de bouger ses jambes en étant assis dans tel ou tel moment. Et c'est à leurs 18 ans que l'étude elle s'est arrêtée au final puisqu'elle avait plus aucun sens vu que les trois s'étaient tout simplement retrouvés. Cette histoire elle est 100% vraie. Il y avait eu un reportage assez long qui a été fait sur eux. Les deux frères restants sont toujours vivants. Beaucoup d'articles en ont parlé et je vous mets tout ça en description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien plu. Si vous l'aimez, s'il vous plaît les amis, si vous avez aimé, mettez-moi votre meilleur abonnement. C'est vraiment important parce que je fais pas mal de vues, j'ai beaucoup de commentaires, vraiment beaucoup de commentaires, beaucoup de likes par vidéo. Et quand je vois dans mes stats que j'ai que 40 ou 30% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, ça me fend un peu le cœur. Donc si tu veux que je sorte plus de vidéos, fais-moi plaisir et juste clique sur ce bouton qui ne te coûte rien du tout au final. C'était Théo, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo comme ça. Peace out.